Au centre-nord du Colorado se trouve le majestueux et impitoyable parc national des Montagnes Rocheuses, une vaste zone sauvage couvrant plus de 415 miles carrés de terrain montagneux et visitée par plus de 3 millions de personnes chaque année. La plupart des touristes rentrent d'eau chez eux avec des photos de sommets pittoresques et des souvenirs d'une nature majestueuse. Mais pas tous. Certaines personnes pénètrent dans ces montagnes et disparaissent sans laisser de traces, comme si elles se dissolvaient dans le brouillard et les rochers, ne laissant derrière elles que des questions et des proches inconsolables. Le 15 août 1933 était une journée brumeuse dans les Rocheuses. Un épais voile de brouillard gris enveloppait les pentes des montagnes, transformant les sentiers familiers en couloirs fantomatiques entre les arbres. La visibilité était limitée et l'air était humide et froid pour un matin doux. Mais Joseph Halpern, 22 ans, connu de tous sous le nom de Joe, n'était pas prêt à laisser le temps changer ses plans. Joe était un jeune homme brillant et déterminé, récemment diplômé de la prestigieuse université de Chicago, où il avait gagné le respect de ses professeurs et de ses camarades de classe grâce à son intelligence et à sa discipline. Il avait tout l'avenir devant lui, une carrière, des projets, des rêves. C'était le genre de personne qui ne laissait aucun obstacle se dresser sur son chemin. Et en ce matin brumeux, il se rendait au départ du sentier de randonnée de Bear Lake avec son vieil ami Samuel Garrick. Tôt le matin, Joe et Sam ont quitté leur campement temporaire à bord d'une berline Ford. Cette voiture fiable les avait amenés ici depuis Chicago. Elle avançait lentement sur la route de montagne, ses phares peinant à percer l'épais brouillard. Mais les jeunes hommes connaissaient bien leur itinéraire. Ils se dirigeaient vers le départ du sentier à Bear Lake, un point de départ populaire pour les ascensions dans cette partie du parc. Ce voyage dans les Rocheuses était la dernière étape d'un long périple à travers l'Ouest. Joe s'était lancé dans cette aventure avec ses parents et son ami Sam, partant de Chicago quelques semaines plus tôt. Ils avaient également traversé les prairies infinies, s'étaient arrêtés dans le Dakota du Sud pour voir le mont Rushmore et les Badlands, et terminé maintenant leur voyage dans les majestueuses Rocheuses du Colorado. Pour la famille Halpern, cela devait être une aventure inoubliable, un souvenir qui resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Au lieu de cela, ce fut une tragédie qui les hanta pendant des générations. Lorsque le groupe arriva au départ du sentier, ils décidèrent de se séparer. Les parents de Joe, son père Bernard et sa mère, préféraient un itinéraire facile et tranquille à travers les zones pittoresques du parc. Ils étaient trop âgés pour faire de l'escalade sérieuse et voulaient simplement profiter de la nature sans trop d'efforts. Mais Joe était jeune, plein d'énergie et avide de défis. Il a insisté pour escalader Flat Top Mountain, une ascension difficile qui nécessite endurance et expérience. Joe et Sam ont commencé leur ascension vers 9 heures du matin. Le brouillard s'est progressivement dissipé, révélant une vue majestueuse sur les sommets et les vallées environnants. Le sentier était bien balisé, mais raide et exigeant. Ils ont marché pendant plusieurs heures, s'arrêtant pour reprendre leur souffle et admirer la vue panoramique. À midi, ils avaient atteint le sommet de Flat Top, une montagne plate d'environ 3750 mètres d'altitude. Au sommet, Sam se sentait extrêmement fatigué. L'ascension avait été plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Ses muscles des jambes le brûlaient et l'air raréfié de la montagne rendait la respiration difficile. Il a dit à Joe qu'il ne pouvait pas continuer et qu'il devait faire demi-tour. Mais Joe n'était pas encore prêt à abandonner. Il débordait toujours d'énergie et voulait continuer jusqu'à Taylor Peak, un autre sommet impressionnant situé à quelques kilomètres de là. Il était environ 14h30. Le soleil commençait à se coucher à l'ouest,
mais il restait encore quelques heures de lumière. Les amis se mirent d'accord sur un plan. Sam redescendrait jusqu'au départ du sentier à Bear Lake et y attendrait Joe. Joe continuerait jusqu'à Taylor Peak, puis redescendrait également à Bear Lake, où ils se retrouveraient pour rentrer ensemble au camping. C'était un plan raisonnable. Les sentiers étaient jarrounis, balisés, le temps s'était amélioré, et Joe était un randonneur expérimenté. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ils se serrèrent la main, puis Sam commença sa descente, tandis que Joe continuait le long de la crête en direction de Taylor Peak. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Joseph Alpern vivant. Sam arriva au départ du sentier à Bear Lake vers 18h30. La descente lui avait pris près de 4 heures. Il avait marché prudemment, les genoux douloureux, mais il était arrivé sain et sauf au parking où la Ford les attendait. La voiture était là où il l'avait laissée le matin même, intacte. Sam s'assit sur un banc au départ du sentier et attendit que son ami apparaisse. 1 heure s'écoula, puis une autre. Le soleil se coucha derrière les montagnes, projetant de longues ombres à travers la vallée. La température commença à baisser. Les nuits dans les montagnes sont froides, même en août. À 21h30, Sam paniquait. 3 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée, et Joe était toujours introuvable. Même avec le détour par Taylor Peak, il aurait déjà dû être de retour. Sam courut jusqu'au poste de garde forestier le plus proche, situé à quelques kilomètres de là. Le garde forestier de service écouta son récit agité et commença immédiatement à organiser une opération de recherche. Le temps était compté. Une nuit dans les montagnes peut être mortelle pour une personne perdue, même en août. À 23 heures, un groupe de gardes forestiers, armés de lampes torches et d'équipements, se mit en route pour les recherches. Le nombre exact de participants à la première équipe de recherche est inconnu. Il s'agissait toutefois d'une équipe professionnelle qui connaissait tous les sentiers et toutes les zones dangereuses du parc. Ils suivirent l'itinéraire que Joe était censé emprunter depuis Flat Top Mountain jusqu'à Taylor Peak, puis de retour vers Bear Lake. Mais la nature leur réservait ses propres défis. Peu après le début des recherches, le mauvais temps s'est abattu sur la région. Il a d'abord commencé à pleuvoir, une pluie froide et torrentielle qui a transformé les sentiers en ruisseaux glissants. Puis le vent s'est levé, hurlant entre les rochers et les arbres. La tempête était si forte que les chercheurs avaient du mal à rester debout et la visibilité était minimale, même avec de puissantes lampes torches. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, toute la journée suivante et les jours suivants. Des bénévoles, des habitants de la région et d'autres gardes forestiers se sont joints à l'opération. Ils ont fouillé chaque sentier, chaque crevasse, chaque falaise dangereuse. Ils ont vérifié les endroits où une personne aurait pu tomber ou s'abriter des intempéries. Ils ont crié le nom de Joe à l'aide de mégaphones, dans l'espoir d'entendre une réponse. Mais les montagnes sont restées silencieuses. Le mauvais temps a continué. Pluie, vent et parfois grêle. La tempête a fait rage pendant plusieurs jours, même s'il y a eu des périodes de calme relatif. Cela a rendu les recherches très difficiles. Si Joe était blessé quelque part et incapable de bouger, le froid et l'humidité le tuaient à chaque heure qui passait. S'il était tombé dans une crevasse ou d'une falaise, la pluie pouvait effacer ses traces ou recouvrir l'endroit où il était tombé avec des rochers et de la boue. Pendant 6 jours, les équipes de recherche ont ratissé les montagnes. Pendant 6 jours, la famille Alpern a vécu dans une terrible attente, espérant un miracle. Mais aucun miracle ne s'est produit. Le 21 août 1933, 6 jours après la disparition de Joe, le service des parcs nationaux des Rocheuses a officiellement mis fin à ses recherches actives. La déclaration officielle était brève et sans vie. Après 6 jours de recherches intensives,
aucun indice sur la localisation de M. Halpern n'a été trouvé. Aucune trace de sa présence n'a été trouvée dans les zones explorées. Ces recherches sont interrompues en raison du manque de nouvelles pistes à suivre. En substance, ils ont dit à la famille « Votre fils s'est volatilisé et nous n'avons aucune idée de ce qui lui est arrivé. » Pour Bernard Halpern, le père de Joe, c'était inconcevable. Il ne pouvait pas accepter que son fils ait simplement disparu sans laisser de traces. Une personne ne peut pas disparaître comme ça. Il devait y avoir des réponses. Il devait y avoir une vérité. Et Bernard a consacré les décennies suivantes de sa vie à rechercher cette vérité. Bernard a demandé à plusieurs reprises au FBI de rouvrir l'enquête. Il a écrit des lettres au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, suppliant l'agence fédérale de l'aider à retrouver son fils. Il a contacté le service des parcs nationaux à maintes reprises, demandant à chaque fois « Y avait-il de nouvelles informations ?» D'autres recherches avaient-elles été menées? Y avait-il du nouveau? Les espoirs de la famille ont été entretenus pendant un certain temps par des rumeurs et des informations non confirmées, selon lesquelles Joe avait été vu dans différentes régions du pays. Quelqu'un affirmait avoir vu un jeune homme ressemblant à Joe en Californie. Un autre témoin disait l'avoir rencontré au Texas. Il y avait des rapports provenant d'Arizona, du Nevada et même du Mexique. Chacun de ces rapports suscitait un bref élan d'espoir. Peut-être que Joe était vivant, peut-être qu'il avait perdu la mémoire et errait à travers le pays, sans savoir qui il était. Peut-être qu'un miracle était encore possible. Mais aucun de ces rapports n'a été confirmé. Toutes les enquêtes se sont soldées par une impasse. Soit les témoins s'étaient trompés, soit il s'agissait d'un canular, soit il s'agissait simplement d'une erreur d'identification. Joe n'était ni vivant ni mort. Les décennies passèrent. Bernard Halpern vieillit, mais il ne cessa jamais de chercher des réponses. Même lorsque tout le monde avait abandonné, même lorsque sa femme le supplia de laisser le passé derrière lui pour sa propre santé, Bernard continua à écrire des lettres, à se renseigner et à chercher des indices. C'était devenu son obsession, sa malédiction et son seul but. En 1998, Bernard Halpern est mort sans jamais avoir découvert ce qui était arrivé à son fils cadet 65 ans plus tôt. Après sa mort, l'un de ses fils, Ronald, le neveu de Joe, a commencé à trier les affaires de son défunt père. Et là, caché dans des livres, glissé entre les pages, éparpillé dans des boîtes et des caisses, Ronald a trouvé des archives entières. Des photos de Joe, jeune, souriant, plein de vie. Des lettres que Joe avait écrites à sa famille au début des années 1930, avant sa disparition. Des copies des demandes que Bernard avait envoyées au FBI, au service des parcs nationaux et au commissariat de police à travers le pays. Des lettres remplies de douleur, de désespoir et d'un refus obstiné d'abandonner. Des décennies de recherche documentées dans des papiers jaunis. Ronald est né près de 20 ans après la disparition de Joe et n'a jamais connu son oncle. Tout ce qu'il savait de Joe quand il était enfant, c'était l'unique avertissement de son père. « Ne pars jamais en randonnée seul, c'est ce qui est arrivé à mon frère, et il a disparu. » Bernard n'en a plus jamais reparlé. C'était un homme stoïque qui gardait sa douleur enfouie au plus profond de lui-même, sans jamais la montrer au monde. Mais maintenant, en lisant ses lettres, Ronald découvrait une autre facette de son père. La passion, la déception et l'amour sans limite pour son frère disparus. Bernard n'a jamais abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout et Ronald sentait qu'il devait poursuivre ce combat. En 1988, Ronald Halpern a commencé sa propre enquête sur le secret de famille. Il a contacté des historiens, des archivistes et des employés du service des parcs nationaux. Il a rassemblé toutes les informations disponibles sur les événements d'août 1933. Il a essayé de comprendre
Qu'est-il arrivé à Joe ce jour-là? Est-il tombé dans une crevasse? S'est-il perdu? A-t-il rencontré un ours ou un puma? Ou bien s'est-il passé autre chose, quelque chose d'inexplicable? Ronald a déclaré dans une interview « En fait, j'essaie simplement de trouver la paix pour mon père. Quand j'ai lu les lettres qu'il a envoyées, j'ai vu de la passion et de la déception dans chaque ligne. Il voulait vraiment résoudre cette affaire pour mes grands-parents avant leur mort. Malheureusement, il n'y était pas parvenu. C'est maintenant mon travail. Mais, comme ceux qui ont cherché avant lui, Ronald n'a trouvé aucune réponse. À ce jour, 93 ans après sa disparition, le sort de Joseph Halpern reste un mystère total. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aucun de ses équipements, aucun morceau de vêtement, aucune trace de sa présence nulle part dans les montagnes après qu'il se soit séparé de Sam au sommet de Flat Top. Joe a tout simplement disparu en ce jour brumeux d'août 1933, englouti par les montagnes rocheuses sans laisser de traces. Et la vérité sur ce qui lui est arrivé restera à jamais enfouie dans ces montagnes. Le 9 octobre 1949, 16 ans après la disparition de Joe Halpern, les montagnes rocheuses ont été le théâtre d'une autre disparition mystérieuse. Cette fois-ci, ce ne sont pas un, mais deux jeunes hommes qui ont disparu. Et, comme dans le cas de Joe, quelque chose de terrible s'est produit dans la région autour du lac Bear, l'endroit même où la voiture de Halpern a été vue pour la dernière fois. Bruce Gerling et David DeWitt étaient étudiants au Colorado Agricultural and Mechanical College, qui devint plus tard la Colorado State University. Tous deux étaient même des membres actifs de l'Aggies Hiking Club, un club étudiant pour les amateurs de randonnée qui organisait régulièrement des expéditions dans les montagnes du Colorado. C'était pas des randonneurs novices, c'était des jeunes gens expérimentés, entraînés physiquement et connaissant bien les montagnes. Ce week-end-là, les 9 et 10 octobre, le club organisa une grande expédition en groupe dans le parc national des montagnes rocheuses. 40 membres du club, 40 étudiants pleins d'enthousiasme et d'énergie, partirent en bus et en voiture particulière du campus universitaire de Fort Collins vers les montagnes. Le projet était ambitieux, un grand circuit en boucle qui commençait d'un côté du parc et se terminait de l'autre, en passant par certains des endroits les plus pittoresques des montagnes rocheuses. Le dimanche matin 9 octobre, le groupe s'est divisé. Le groupe de tête, composé de 29 personnes, a commencé son parcours à l'est du parc, au lac Bear. Mais 11 membres du groupe, dont Bruce Gerling et David DeWitt, se sont rendus en voiture à l'ouest du parc, dans la ville de Grand Lake, d'où ils prévoyaient de commencer l'ascension depuis le côté opposé et de rejoindre le groupe de tête quelque part au milieu, au lac Bear. Il était logique pour un groupe aussi important de partir de deux directions différentes et de se retrouver à un point central. De cette façon, l'ensemble du groupe pouvait couvrir plus de terrain et profiter de différentes vues du parc. Les 11 personnes, dont Bruce et David, ont commencé leur ascension depuis Grand Lake, vers 8 heures du matin le dimanche. Le temps était magnifique. En octobre, dans les montagnes, l'hiver approche, mais le ciel était dégagé. La première neige n'était pas encore tombée, même si les températures nocturnes descendaient bien en dessous de 0 degré. C'était la période idéale de l'année pour les randonneurs expérimentés. Les foules estivales étaient parties, la nature se préparait à son sommeil hivernal et l'air était cristallin. Le groupe de 11 personnes avançait à bonne allure sur le sentier menant de Grand Lake à Bear Lake. Le parcours faisait environ 16 km avec un dénivelé positif d'environ 1000 mètres. Exigeant, mais tout à fait faisable pour des randonneurs entraînés.
Ils prévoyaient d'atteindre Bear Lake vers midi ou en début d'après-midi, d'y retrouver le groupe de tête, de déjeuner ensemble, puis de redescendre vers la partie est du parc. Mais environ 2 heures après le début de la randonnée, lorsque le groupe s'est arrêté pour faire une petite pause, Bruce et David ont pris une décision qui leur a coûté la vie. Ils ont dit aux 9 autres membres du groupe qu'ils étaient fatigués et qu'ils voulaient se reposer plus longtemps. À proximité se trouvait une petite cabane de montagne, l'un des abris rudimentaires que le service du parc entretenait pour les randonneurs pris dans les intempéries. Bruce et David ont dit qu'ils resteraient à la cabane, se reposeraient pendant 1 heure environ, puis rattraperaient le groupe. Les 9 autres randonneurs n'y ont vu aucun inconvénient. La cabane se trouvait juste à côté du sentier. L'itinéraire était clairement balisé, il était impossible de se perdre. Bruce et David étaient membres des randonneurs expérimentés et membres d'un club. Ils savaient exactement où aller. Il leur suffisait de se reposer, puis de continuer sur le même sentier dans la même direction. C'était un plan simple. 9 personnes ont poursuivi leur chemin, laissant Bruce et David se reposer dans la cabane. Il était environ 10 heures du matin. Le groupe de tête prévoyait de les retrouver au lac Bear dans quelques heures, au plus tard vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Le sentier reliant Grand Lake à Bear Lake était en effet bien balisé. C'était l'un des principaux itinéraires du parc, emprunté chaque année par des milliers de touristes. Des panneaux en bois étaient se placer à chaque bifurcation du sentier. Le sentier lui-même était clair, bien tracé et facilement reconnaissable, même pour les voyageurs inexpérimentés. Dans des conditions normales, il était presque impossible de se perdre sur ce sentier. Les 9 membres du groupe ont atteint Bear Lake sans encombre vers midi. Là, ils ont retrouvé le groupe de tête composé de 29 personnes venues de l'Est. Ensemble, ils ont déjeuné, se sont reposés et ont profité de la vue sur le lac entouré de sommets majestueux. Et ils ont attendu Bruce et David. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. À 3 heures, l'inquiétude a commencé à grandir. Où était il? Même s'ils s'étaient reposés pendant 2 heures dans la cabane, ils auraient déjà dû arriver. À 4 heures, l'inquiétude s'est transformée en alarme. Plusieurs membres du groupe se sont portés volontaires pour retourner sur le sentier à leur recherche. Les responsables du groupe ont toutefois décidé qu'il serait plus sûr pour tout le monde de descendre ensemble jusqu'à l'extrémité est du sentier. Peut-être que Bruce et David s'étaient trompés de chemin et étaient de retourner à Grand Lake. Tout le groupe, désormais composé de 38 personnes au lieu de 40, est redescendu jusqu'au point de départ du sentier à Bear Lake, où les bus les attendaient. Mais Bruce et David n'étaient pas là. Le groupe s'est retourné au campus universitaire de Fort Collins le dimanche soir même, espérant toujours que les 2 hommes disparus avaient réussi à retrouver leur chemin. Mais ce n'était pas le cas. Le lundi matin 10 octobre, lorsqu'il est devenu évident que Bruce et David n'étaient pas rentrés au dortoir, leurs camarades de chambre ont donné l'alerte. Une déclaration officielle de disparition a été déposée le mardi 11 octobre. Une opération de recherche à grande échelle a immédiatement été lancée. Des gardes forestiers, des étudiants bénévoles de l'université et des habitants de la région, soit des dizaines de personnes, se sont rendus dans la zone située entre Grand Lake et Bear Lake, où les 2 hommes avaient été vus pour la dernière fois. Ils ont d'abord inspecté la cabane où Bruce et David s'étaient arrêtés pour se reposer. Les gardes forestiers sont arrivés sur place mardi après-midi et ont trouvé la cabane vide. Il n'y avait aucun signe de leur présence à l'intérieur. Aucun effet personnel, aucune note, rien. Soit ils n'étaient jamais entrés dans la cabane, soit ils s'étaient reposés et étaient repartis sans laisser de traces. Au même moment, le temps dans les montagnes a radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une matinée d'octobre calme, mais claire, le dimanche
s'est transformée en une véritable tempête de neige le lundi soir. La température est descendue bien en dessous de 0 Marte. Des vents violents se sont levés et de fortes chutes de neige ont commencé. La visibilité est tombée à presque 0 et les sentiers ont disparu sous un manteau blanc. C'était le pire moment possible pour mener des opérations de recherche. Mais il était impossible d'arrêter les recherches. Quelque part dans ces montagnes se trouvaient 2 jeunes hommes, probablement blessés ou perdus, qui risquaient de ne pas survivre à la nuit dans de telles conditions. Les équipes de rescue de recherche ont travaillé sans relâche, malgré les conditions météorologiques épouvantables. Le mercredi 12 octobre, il était clair que la situation était critique. Bruce et David avaient passé 3 nuits dans les montagnes, à des températures bien inférieures à 0 degrés, avec des vents violents et des chutes de neige. Les chances de les retrouver vivants diminuaient d'heure en heure. Des renforts ont été appelés. Des alpinistes de l'armée du camp Carson, une base militaire de Colorado Springs, une équipe spécialisée dans les opérations de sauvetage en montagne, des alpinistes volontaires du service d'incendie, des étudiants de l'Université du Colorado ayant une expérience de l'alpinisme. Jeudi, une 50aine de personnes participaient à l'opération, passant au peigne fin chaque sentier, chaque ravin, chaque parcelle de forêt entre Grand Lake et Bear Lake. Mais ils n'ont rien trouvé, absolument rien. Le chef des gardes forestiers du parc, Barton Hirschler, dirigeait les recherches et sa frustration grandissante était évidente dans ses déclarations à la presse. « Nous avons parcouru tous les sentiers 2 fois, du début à la fin. Nous avons examiné tous les itinéraires possibles qu'ils auraient pu emprunter. Nous avançons à tâtons dans le noir. Des vents violents ont soufflé des congères de 4 à 5 pieds dans les crevasses et entre les rochers. Si quelqu'un était tombé dans l'un de ces endroits, nous ne le saurions pas. » Cette déclaration soulevait une question évidente. Si le sentier était si clair et facilement reconnaissable, s'il était impossible de le perdre de vue, comme cela avait été affirmé précédemment, comment 2 randonneurs expérimentés avaient-ils pu se perdre? Et s'ils s'étaient perdus en s'éloignant du sentier, pourquoi? Qu'est-ce qui les avait poussés à quitter l'itinéraire sûr et balisé pour s'aventurer dans l'inconnu? Plusieurs théories ont émergé. Peut-être ont-ils rencontré un animal, un puma ou un ours, et, en essayant de l'éviter, ils se sont éloignés du sentier et se sont perdus. Mais aucun signe d'attaque animale n'a été trouvé, aucun signe de lutte. Peut-être l'un d'eux s'est-il blessé, trébuché, tombé, blessé à la jambe, et ont-ils quitté le sentier à la recherche du chemin le plus court pour descendre, ou d'un endroit où s'abriter. Mais là encore, aucune trace n'a été trouvée. Peut-être ont-ils rencontré d'autres personnes, dangereuses, qui les ont forcés à quitter le sentier. Mais cela semblait peu probable au milieu d'un parc national où se trouvaient des dizaines d'autres touristes. Là encore, aucun indice laissant supposer l'intervention d'un tiers n'a été trouvé. Ou peut-être quelque chose dans la forêt a-t-il attiré leur attention, un bruit étrange, une vision inhabituelle, et ils ont décidé d'aller voir, s'éloignant de la route, et se sont perdus, incapables de retrouver leur chemin. Cela semblait être l'explication la plus plausible, mais cela laissait encore des questions sans réponse. Le vendredi 14 octobre, plus de 60 personnes participaient au dé des recherches. Des chiens dressés pour rechercher des personnes ont été utilisés, mais les chiens n'ont pas pu détecter d'odeur, la neige ayant effacé toutes les traces. Les alpinistes ont fouillé des zones rocheuses dangereuses, pensant que Bruce et David avaient peut-être fait une chute dans un ravin. Rien n'a été trouvé. Les étudiants, amis des disparus, refusèrent d'abandonner. Même lorsque les sauveteurs professionnels commencèrent à perdre espoir, 5 étudiants volontaires poursuivirent les recherches de leur propre chef, ratissant sans relâche la région du lac Bear.
Mais le 17 octobre, après 8 jours de recherche infructueuse, l'opération officielle a été annulée. Une réunion a été organisée avec des représentants de l'université, les parents des étudiants disparus, les gardes forestiers, une équipe de recherche de l'armée et des membres du club de randonnée. Le doyen des étudiants, J.C. Clevenger, a fait une annonce sinistre. Il est inutile de poursuivre les recherches. Il n'y a plus aucun espoir de retrouver les 2 étudiants vivants. Nous prions pour leurs âmes. Mais le père de Bruce, William Gearing, de Phoenix, en Arizona, ne pouvait l'accepter. Il ne pouvait pas simplement rentrer chez lui et se résigner au fait que son fils avait disparu sans laisser de traces. William se rendit dans le Colorado et commença ses propres recherches. Pendant près d'1 an, William Gerling se rendit régulièrement dans les Rocheuses, souvent seul, parfois avec un petit groupe de bénévoles, et passa au peigne fin les mêmes zones que les sauveteurs professionnels avaient emmafouillées. Il parcourut les sentiers, examina chaque crevasse et vérifia chaque grotte et chaque abri. Il engagea des guides de montagne privés qui connaissaient chaque recoin du parc. Il dépensa ses dernières économies dans ses recherches, poussé par l'espoir désespéré de trouver quelque chose. Le corps de son fils, son sac à dos, n'importe quelle trace. Mais, comme tous ceux qui l'avaient précédé, William n'a rien trouvé. En 1950, 1 an après la disparition, épuisé physiquement et émotionnellement, il a finalement abandonné les recherches. Bruce Gerling et David DeWitt n'ont jamais été retrouvés. Comme Joe Halpern 16 ans avant eux, ils ont simplement disparu dans la région de Bear Lake, sans laisser aucune trace. À ce jour, 77 ans plus tard, leur sort reste un mystère total. Le 13 février 1983, 34 ans après la disparition de Bruce et David, les montagnes Rocheuses ont emporté un autre homme sans explication. Rudy Merder, âgé de 27 ans, n'était pas un touriste amateur ordinaire. C'était un professionnel de haut niveau. Rudy avait servi pendant 2 ans dans les troupes de montagne de l'armée allemande, une unité d'élite spécialisée dans les opérations en haute altitude et l'alpinisme dans des conditions extrêmes. Après son service, il a participé à 2 expéditions dans l'Himalaya, la chaîne de montagnes la plus haute et la plus dangereuse du monde. Il était en excellente forme physique, c'était un alpiniste expérimenté qui savait comment survivre dans les conditions hivernales les plus difficiles. En d'autres termes, si quelqu'un pouvait affronter les Rocheuses en hiver, c'était bien Rudy Merder. Début février 1983, Rudy a planifié une expédition en solo dans le parc national des Rocheuses. Il ne s'agissait pas d'une simple promenade estivale le long de sentiers pittoresques, mais d'une véritable aventure d'alpinisme hivernal. Son projet était ambitieux, 2 à 3 jours de ski et d'escalade dans une zone reculée du parc, en passant par le col Thunder Pass et en descendant jusqu'au camp 3, où il prévoyait d'installer son camp de base. Depuis le camp de base, Rudy prévoyait de faire des excursions d'une journée vers les sommets voisins, en revenant au camp chaque soir. C'était une tactique classique pour les expéditions hivernales en solo. Établir une base sécurisée avec une tente, de la nourriture et du matériel, puis faire des excursions légères. Tôt le matin du 13 février, Rudy a retrouvé un groupe d'amis au lac Zimmerman, situé près de l'autoroute 14 dans le Colorado, près du col Cameron. C'était le point de départ de son itinéraire. Ses amis étaient venus lui dire au revoir et peut-être l'accompagner pendant la première partie du voyage. Vers 9h du matin, Rudy a dit au revoir à ses amis. Il était parfaitement équipé pour l'alpinisme hivernal. Plusieurs couches de vêtements chauds, des skis de randonnée professionnels, un piolet, un détecteur de victimes d'avalanche,
un sac à dos contenant une tente, un sac de couchage, de la nourriture pour plusieurs jours et un réchaud à gaz pour cuisiner. Tout le nécessaire pour survivre de manière autonome dans les montagnes en hiver. Ses amis regardèrent Rudy s'éloigner avec assurance sur le sentier enneigé en direction du col Thunder Pass, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse parmi les arbres. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Rudy Merder. Selon le plan, Rudy était censé revenir au point de départ du sentier, au lac Zimmerman, dans 2 ou 3 jours, soit le 15 ou le 16 février. Mais ces jours passèrent, et Rudy ne se présenta pas. Son colocataire, Hans Massmüller, commença à s'inquiéter. Le 18 février, alors que Rudy avait déjà 2 jours de retard, Hans a décidé d'agir. Le 19 février, Hans a déposé une déclaration officielle de disparition auprès du bureau du shérif du comté de Larimer. L'agent de service a écouté la description de la situation et a immédiatement compris sa gravité. Un alpiniste expérimenté était porté disparu dans les montagnes enneigées depuis 6 jours. Même avec son niveau d'entraînement et son équipement, la situation était critique. Le 20 février, une opération de recherche à grande échelle avait été organisée. Des gardes forestiers, des sauveteurs du comté, des alpinistes bénévoles, plus de 30 personnes se sont lancées sur la route que Rudy était censé emprunter. Et presque immédiatement, elles ont commencé à trouver des indices. Le 21 février, 2e jour des recherches, le groupe a découvert une cache de nourriture à l'entrée de Box Canyon. Une partie des provisions de Rudy qu'il avait cachées là, probablement dans l'intention de les utiliser pour son retour. La nourriture était soigneusement emballée dans un sac étanche et enfouie dans la neige pour la protéger des animaux. C'était un bon signe. Cela signifiait que Rudy avait au moins atteint cet endroit et que tout se déroulait comme prévu. À environ 15 mètres de la cachette de nourriture, les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Une grotte de neige. Il s'agissait d'un abri artificiel creusé dans la neige profonde. Une technique classique de survie en hiver. Lorsque la température descend à des niveaux critiques ou qu'une tempête de neige commence, les alpinistes expérimentés creusent une grotte dans la neige qui offre une protection contre le vent et un intérieur nettement plus chaud que l'extérieur. La grotte de neige de Rudy était construite de manière professionnelle. L'entrée était petite pour minimiser les pertes de chaleur. L'intérieur était suffisamment grand pour accueillir une personne et son équipement, et les parois étaient lisses. Mais la grotte était vide. Il n'y avait aucune trace de Rudy à l'intérieur, aucun équipement, rien. C'était étrange. Si Rudy avait creusé cette grotte pour attendre que le mauvais temps passe, où était-il maintenant? Et pourquoi n'avait-il laissé aucune de ses affaires ici? Les chercheurs ont soigneusement examiné les environs de la grotte de neige et de la cache de nourriture dans l'espoir de trouver des indices, comme des traces de ski ou de bottes dans la neige, indiquant la direction prise par Rudy. Mais le 19 février, jour où la disparition a été signalée, 35 cm de neige fraîche sont tombés dans la région. Toutes les traces qu'Odripo-Locham qui originaire pu s'y trouver auparavant ont été entièrement recouvertes. Ce sont les seules preuves qui ont été trouvées au cours des 4 jours de recherches intensives. La cache de nourriture et la grotte de neige, et rien d'autre. Le 22 février, 65 personnes, un chien d'avalanche dressé et 4 hélicoptères survolant la zone participaient aux opérations de recherche. Les recherches se poursuivaient tout au long de l'itinéraire que Rudy était censé emprunter. Le col Thunder, la descente vers le camp 3, tous les sommets et vallées environnants. Mais aucun nouvel indice n'a été trouvé. Rudy Merder avait disparu aussi complètement que Joe Halpern, Bruce et David avant lui. Le commandant des opérations de recherche et de sauvetage a fait une déclaration à la presse. « Nous avons bon espoir de retrouver M. Merder,
ou au moins des indices sur l'endroit où il se trouve. Mais jusqu'à présent, les recherches ont été infructueuses. Les fortes chutes de neige rendent le travail beaucoup plus difficile. Les chiens d'avalanche, spécialement entraînés pour rechercher des personnes ensevelies dessous la neige, étaient le principal espoir. Si Rudy avait été pris dans une avalanche ou était tombé dans une crevasse et avait été enseveli sous plusieurs mètres de neige, les chiens auraient dû pouvoir le repérer à l'odeur. Mais les chiens n'ont donné aucun signe. Ils ont couvert tout le parcours présumé et n'ont trouvé aucune trace d'odeur humaine. C'était presque impossible à expliquer. Rudy Merder n'était pas un novice susceptible de paniquer et de commettre des erreurs stupides. C'était un professionnel ayant suivi un entraînement militaire et ayant l'expérience de l'Himalaya. Il connaissait mieux les dangers des montagnes en hiver que la plupart des sauveteurs qui le recherchaient. Il disposait de tout l'équipement de survie nécessaire. Il savait lire la météo, éviter les avalanches et construire des abris. Et pourtant, il avait disparu sans laisser de traces. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours, mais à la fin du mois de février, il est devenu évident que la phase active de l'opération devait être interrompue. Trop de temps s'était écoulé. Trop de territoires avaient été fouillés sans résultat. Il a été annoncé que les recherches passeraient en mode passif. Cela signifiait que les patrouilles de gardes forestiers continueraient à surveiller la zone lors de leurs raids réguliers et que le public serait averti. Si quelqu'un trouvait quelque chose de suspect dans cette zone du parc, il devait le signaler immédiatement aux autorités. Le printemps arriva. La neige commença à fondre. C'était le moment où tout le monde s'attendait à ce que le corps de Rudy soit retrouvé, lorsque la couche de neige disparaîtrait, exposant tout ce qui avait été enfoui sous elle pendant l'hiver. Les gardes forestiers patrouillaient régulièrement dans les zones de Box Canyon et Thunder Pass. Les touristes qui revenaient dans le parc en été étaient avertis de prêter attention à toute découverte inhabituelle. Mais rien ne fut trouvé. L'été passa, puis l'automne et l'hiver suivant. Les années s'écoulèrent. 43 ans se sont écoulés depuis la disparition de Rudy Merder, et pendant toutes ces années, aucune trace de sa présence n'a été trouvée, à l'exception de cette cache de nourriture et de cette grotte de neige découverte en février 1983. Ces gars à l'esquis auraient dû survivre, car ils sont fabriqués dans des matériaux durables. Ces vêtements sont en tissu synthétique qui ne se décomposent pas avant des décennies. Son piolet, sa casserole en métal, sa tente et son sac de couchage auraient dû rester intacts, même si le corps s'était décomposé ou avait été dévoré par des animaux. Mais rien de tout cela n'a jamais été retrouvé. C'était comme si Rudy Merder s'était évaporé quelque part entre le lac Zimmerman et Box Canyon en février 1983. 3 disparitions, séparées par plusieurs décennies. 3 personnes complètement différentes. Un jeune diplômé universitaire, 2 étudiants, un alpiniste professionnel. 3 saisons distinctes, août, octobre et février. 3 circonstances différentes. Et pourtant, il existe des similitudes effrayantes. Tous 3 ont disparu dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Tous 3 se trouvaient sur des itinéraires bien connus, que des milliers de personnes empruntent chaque année sans incident. Tous 3 avaient fait de l'expérience en randonnée, et tous 3 ont disparu sans laisser de traces. Pas de corps, pas d'équipement, pas d'indices permettant d'expliquer ce qui s'est passé. Les Montagnes Rocheuses sont un endroit dangereux. Chaque année, des gens y trouvent la mort, victimes de chutes de falaises, d'hypothermie, d'attaques d'animaux sauvages ou d'avalanches. Mais dans la plupart des cas, les corps sont retrouvés. Cela peut prendre des jours, des semaines, parfois des mois, mais finalement, des randonneurs, des gardes forestiers ou des animaux découvrent les restes.
mais pas dans ces 3 cas. Ces personnes ont disparu si complètement, si totalement, que même des décennies plus tard, aucun indice sur leur sort n'a été trouvé. Qu'est-il arrivé à Joseph Halpern en cette journée brumeuse d'août 1933? Est-il tombé dans une crevasse profonde qui n'a jamais été retrouvée? A-t-il rencontré quelqu'un ou quelque chose dans les montagnes? Ou s'est-il passé quelque chose de si inhabituel que nous ne pouvons même pas l'imaginer? Qu'est-il arrivé à Bruce Girling et David DeWitt, 2 étudiants qui se sont simplement arrêtés pour se reposer à la cabane et qui n'ont jamais atteint Bear Lake, alors que le sentier était dégagé et facilement discernable? Et qu'est-il arrivé à Rudy Merder, un alpiniste professionnel ayant suivi un entraînement militaire, qui a creusé une grotte dans la neige, caché des provisions, puis a tout simplement disparu? Nous ne le saurons jamais. Les montagnes rocheuses gardent leurs secrets. Et quelque part dans ces sommets majestueux et impitoyables, sous les rochers ou la neige, dans des endroits où aucun pied humain n'a jamais foulé, se trouvent les réponses à ces questions. Mais ces réponses resteront à jamais cachées. Le parc national Nahanni, dans les territoires du nord-ouest du Canada, est surnommé la vallée des hommes sans tête, à cause de plusieurs morts et disparitions bizarres. Depuis 1906, 44 morts ou disparitions ont été signalées dans la région, et 6 corps décapités ont été retrouvés près de camps incendiés. En été 1906, 2 frères d'origine écossaise, Frank et Willie MacLeod, sont partis de la colonie de Fort Liard, dans le nord-ouest du Canada, pour se rendre dans la vallée de la rivière Nahanni. Leur but était de chercher de l'or, un objectif qui attirait à l'époque des centaines de chercheurs de fortune dans les régions les plus reculées et inexplorées du Nord. La vallée de Nahanni avait déjà une réputation sinistre parmi les tribus d'aînés locales, qui appelaient dans cette région la terre des mauvais esprits, et évitez-nous d'y rester longtemps, surtout dans la partie supérieure de la rivière. La région était une vaste étendue de canyons, de rapides, de sources chaudes et de forêts denses, entourées par les montagnes Mackenzie. Le climat était rude, même en été. Les courtes périodes chaudes étaient suivies de vagues de froid soudaines. Le brouillard s'élevait des gorges sans prévenir et la navigation sur la rivière exigeait des compétences exceptionnelles en raison des nombreux rapides et chutes d'eau. En hiver, la région devenait pratiquement inaccessible. Les températures descendaient jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit. Les heures de clarté se réduisaient à quelques heures et la couverture neigeuse rendait tout déplacement dangereux. Frank MacLeod était l'aîné des frères, âgé de 32 ans. Willie avait 4 ans de moins. Tous deux avaient l'habitude de vivre dans les conditions difficiles du Nord. Ils avaient passé plusieurs années au Yukon, participé à la ruée vers l'or du Klondike à la fin des années 1890 et connaissaient sur les bases de la survie dans la nature sauvage et du travail dans les mines d'or. Ce n'étaient pas des novices inexpérimentés qui s'étaient lancés dans une aventure sans préparation. Au contraire, ils avaient soigneusement planifié leur expédition, rassemblé l'équipement, les provisions et les armes nécessaires. Un troisième compagnon, nommé Ware, devait les accompagner. On sait peu de choses sur cet homme, si ce n'est qu'il avait lui aussi travaillé dans le Nord. Avant de partir, les frères ont dit à leurs potes de Fort Liard qu'ils comptaient y passer une saison dans la vallée de Nahanni, de juin à septembre, puis revenir avant que le froid ne s'installe. Ils ont dit qu'ils remonteraient de la rivière, chercheraient des zones prometteuses pour l'exploration aurifère et installeraient peut-être un campement temporaire
dans une zone où, selon les rumeurs, d'autres prospecteurs y avaient trouvé des pépites d'or. Le plan était de revenir en octobre 1906. Quand octobre était passé et que les frères ne sont pas revenus, ça n'a pas vraiment inquiété personne. À cette époque, les retards de plusieurs mois étaient courants. Changement de plan, décision de rester pour l'hiver si les provisions étaient suffisantes, bateaux cassés ou blessures qui ralentissaient d'avec le retour. Il n'y avait pas de communication dans les régions éloignées, et attendre des nouvelles de ceux qui étaient partis dans la nature pouvait prendre 1 an ou plus. L'hiver 1906-1907 passa, puis le printemps et l'été. À l'automne 1907, l'absence de nouvelles inquiétait déjà les connaissances des frères à Fort Laird. Au printemps 1908, une expédition de recherche fut organisée. Elle comprenait plusieurs pisteurs expérimentés qui connaissaient bien la rivière Nahanni, ainsi que des guides issus de la communauté d'aînés locale qui ont accepté de participer malgré leurs craintes superstitieuses de la vallée. Le groupe a commencé à remonter la rivière Nahanni au début du mois de juin 1908, lorsque le niveau de l'eau s'était stabilisé après les crues de printanière et que le temps était devenu suffisamment chaud pour entreprendre de longs voyages. Les recherches ont été compliquées par l'immensité du territoire. La vallée de la Nahanni s'étendait sur des centaines de kilomètres, avec de nombreux canyons latéraux, affluents et zones propices au camping. Il n'y avait aucune info précise sur l'endroit où les frères MacLeod s'étaient rendus, à l'exception de l'indication générale en amont de la rivière. Après environ 6 semaines de voyage en amont, dans une zone aujourd'hui connue sous le nom de Deadman Valley, l'équipe de recherche a découvert les vestiges d'un campement. Le site était situé sur la rive d'un petit affluent de la rivière Nahanni, à quelques dizaines de mètres du cours principal, dans une zone relativement plate, au milieu d'une forêt dense. Le campement avait été incendié. Les restes d'une tente, les rondins carbonisés d'un abri de fortune et le matériel calciné indiquaient de tous qu'un incendie s'était déclaré à cet endroit. 2 squelettes humains gisaient à la lisière de la zone brûlée. Le degré de décomposition et les effets des intempéries et de la faune sauvage indiquaient que la mort était survenue bien plus tôt, peut-être 1 an ou plus auparavant. Les 2 squelettes étaient décapités. Les crânes avaient disparu. Cependant, le reste des squelettes était relativement intact sur le plan anatomique. Os des membres, côtes, vertèbres, tout était en place, sans aucun signe que les corps aient été déchiquetés par de grands prédateurs. L'un des squelettes était dans une position qui a attiré l'attention des enquêteurs. Le bras droit était tendu vers un fusil qui se trouvait à quelques mètres du corps. La position des os de la main et de l'avant-bras suggérait qu'au moment de la mort ou juste avant, la personne avait tendu le bras vers l'arme, essayant de l'attraper. Le fusil était en état de marche, n'avait pas été utilisé et ne présentait aucun dommage visible causé par le feu. D'après les vêtements, les restes d'équipement et les effets personnels partiellement conservés sur le site, les corps ont été identifiés comme étant ceux de Frank et Willie MacLeod. Le 3e compagnon, Weir, avait disparu. Son corps n'a pas été retrouvé dans le camp, ni dans les environs immédiats. Aucune trace n'a été trouvée indiquant sa présence au moment de la mort des frères ou son départ du camp. Il avait tout simplement disparu. Les tentatives de reconstitution des événements ont rencontré de nombreuses incohérences. L'absence de crâne pouvait s'expliquer par plusieurs versions. La première était que la décapitation avait été effectuée par des humains, peut-être lors d'un conflit avec d'autres prospecteurs, des chasseurs locaux ou des individus inconnus. La deuxième était que les têtes avaient été emportées par de gros prédateurs après la mort. Cependant, l'absence d'autres dommages sur les squelettes rendait cette version peu probable. Les ours ou les loups dispersent généralement les os, les rongent et emportent les membres.
plutôt que de se limiter au crâne. La théorie du meurtre semblait la plus probable, mais elle soulevait de nouvelles questions. Qui aurait pu faire une telle chose dans un endroit aussi isolé? D'autres prospecteurs en quête de sites aurifères? Mais la vallée de Nahanni n'était pas envahie par les prospecteurs d'or à cette époque. Elle avait une réputation trop dangereuse et était trop difficile d'accès. Un conflit avec les tribus locales, les Données évitaient traditionnellement cette vallée et n'avaient aucune raison d'attaquer un petit groupe à moins qu'ils n'empiètent sur leur territoire de chasse. De plus, la décapitation n'était pas une méthode de conflit courante dans cette région. L'incendie du campement soulevait également des questions. Était-il le résultat d'un incendie criminel allumé par les agresseurs ou s'agissait-il d'un accident survenu peut-être après la mort des frères lorsque le campement a été abandonné? L'état de l'équipement indiquait que le feu avait été intense, mais qu'il n'avait pas tout détruit. Certains objets étaient encore reconnaissables, ce qui suggère soit que le feu s'était rapidement éteint, soit qu'il s'était limité à une zone spécifique. La position d'un des corps, le bras tendu vers un fusil, pourrait indiquer la soudaineté de l'attaque. La personne a essayé de s'emparer de l'arme, mais n'a pas eu le temps. Cela suggère que la menace est apparue soudainement, peut-être à la suite d'une embuscade, et que les frères n'ont pas eu le temps de se préparer à se défendre. Cependant, le deuxième corps ne présentait pas une posture défensive similaire, ce qui compliquait l'interprétation. L'équipe de recherche a passé plusieurs jours dans la zone de la découverte, essayant de trouver des preuves de supplémentaires, des traces d'autres personnes, du matériel laissé par les agresseurs et des traces de lutte à l'extérieur du camp. Les résultats ont été minimes. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort présumée des frères, et toutes les traces au sol avaient depuis longtemps disparu sous l'effet de la pluie, de la neige, de la végétation et des animaux. Les seules preuves évidentes étaient 2 squelettes décapités, un camp brûlé et l'absence d'un 3e compagnon. Weir n'a jamais été retrouvé. Son sort était resté inconnu. Certaines spéculations laissaient penser qu'il avait pu être impliqué dans la mort des frères, peut-être à la suite d'un conflit au sein du groupe, d'une dispute au sujet de l'or ou de tensions accumulées dans l'isolement. Selon cette version, Weir aurait pu tuer ses frères, prendre une partie de leur équipement et tenter de quitter la vallée, mais il serait mort ailleurs sur le chemin du retour. Cependant, aucun élément ne venait étayer cette version. Son corps n'a pas été retrouvé et il n'y avait aucune trace de conflit. Une autre version suggérait que Weir était de mort avec ses frères, mais son corps avait été emporté, caché ou détruit, à tel point que l'équipe de recherche n'avait pas pu le retrouver. Une 3e version suggérait que Weir avait pu quitter le groupe plus tôt, avant la mort des frères, pour des raisons qui lui étaient des propres, et que les événements s'étaient déroulés sans sa participation. L'endroit où les frères MacLeod sont morts a été baptisé Headless Creek, d'après l'affluent de la rivière Nahanni, près duquel le campement a été retrouvé. La vallée plus vaste de cette région est devenue connue sous le nom de Dead Man's Valley. Ces noms sont restés et sont encore utilisés aujourd'hui. Ils ont contribué à la sinistre réputation de la vallée de Nahanni qui, tout au long de la première moitié du XXe siècle, a continué à accumuler des histoires de disparitions, de morts inexpliquées et de phénomènes étranges. Après 1908, les prospecteurs ont continué à s'aventurer dans la vallée malgré sa réputation de plus en plus sinistre. Certains d'entre eux ont aussi disparu, sans laisser de traces. En 1921, un prospecteur nommé Martin Jorgensen a disparu et a été retrouvé mort dans un campement incendié. En 1945, le chasseur John O'Brien a disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Petit à petit, la vallée de Nahanni a été associée à l'idée d'un lieu maudit où les gens meurent dans des circonstances qui défient de toute explication rationnelle.
Là, les tribus d'aînés locales expliquaient donc traditionnellement le danger de la vallée par la présence d'esprits le maléfiques ou de créatures qu'elles appelaient Nakani ou Nukluk, des créatures géantes et velues qui vivaient dans des canyons reculés et attaquaient les gens. Ces légendes existaient pas bien avant l'arrivée des Européens. Elles se transmettaient de génération en génération comme un avertissement pour éviter certaines zones de la vallée, surtout au crépuscule et la nuit. D'un point de vue rationnel, l'affaire des frères MacLeod reste non résolue. Il est officiellement classé comme un meurtre commis par des inconnus entre l'été 1906 et l'été 1908. Le mobile n'a pas été établi, les auteurs n'ont pas été retrouvés et les circonstances n'ont pas été reconstituées. L'absence des crânes reste le mystère central. Elle ne correspond ni au scénario typique des meurtres pour l'or, ni au comportement des animaux sauvages, ni aux pratiques connues des peuples autochtones de la région. Certains chercheurs évoquent la possibilité d'un meurtre à caractère rituel, suggérant que la décapitation aurait pu avoir une signification symbolique pour les meurtriers. D'autres noteront que le crâne, en tant que trophée ou objet de valeur, pourrait avoir été la raison de son enlèvement. D'autres encore suggèrent que les têtes ont été détruites ou emportées par des prédateurs après la décapitation. Cependant, cela n'explique pas pourquoi les squelettes restants sont restés intacts. Dans le contexte plus large des disparitions dans les parcs nationaux et les régions reculées, le cas des frères MacLeod se distingue pour plusieurs raisons. La décapitation des 2 victimes, la disparition sans laisser de traces d'un 3e compagnon, un campement incendié, l'absence d'indices évidents permettant d'identifier des groupes d'agresseurs connus et la réputation sinistre de l'endroit bien avant les faits. Cette combinaison fait de cette affaire l'une des plus discutées de l'histoire de l'exploration du Nord canadien. Dans la littérature contemporaine sur les disparitions anormales, la vallée de Nahanni est souvent mentionnée comme l'un des « points chauds », c'est-à-dire les endroits où la concentration d'incidents inexpliqués dépasse largement ce que l'on pourrait attendre statistiquement. Les partisans des théories cryptozoologiques évoquent les légendes sur les Nakani comme explication possible, suggérant la présence de grands primates inconnus dans les régions reculées du Canada. Les sceptiques font remarquer que la combinaison de conditions difficiles, d'isolement, de cupidité humaine et de conflits interpersonnels suffit largement à expliquer la plupart des tragédies sans avoir recours à des éléments surnaturels ou cryptozoologiques. Aujourd'hui, la vallée de Nahanni fait partie du parc national Nahanni, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes et les alpinistes visitent la région, attirés par ses paysages spectaculaires. Des canyons pouvant atteindre 1200 mètres de profondeur, les chutes Virginia de 89 mètres et des sources chaudes au milieu de montagnes enneigées. Headless Creek et Deadman Valley restent moissons des noms géographiques sur les cartes, nous rappelant les événements de 1906-1908. Les frères Frank et Willie MacLeod ont été les premiers d'une longue liste de personnes dont les noms sont à jamais liés à la vallée de Nahanni et à sa sombre réputation. Leurs têtes restent décapitées, retrouvées dans un campement incendié 2 ans après leur disparition, ont donné naissance à la légende d'un endroit où les gens meurent dans des circonstances qui défient toute explication simple. La disparition de leur 3e compagnon, Ware, a ajouté une couche supplémentaire de mystère à une affaire qui, plus d'1 siècle plus tard, continue de faire l'objet de discussions parmi ceux qui étudient l'histoire du Nord et le phénomène des disparitions inexpliquées dans la nature sauvage. Le cas des frères MacLeod n'était pas le seul dans la vallée de Nahanni.
la réputation sinistre de la région, renforcée par des noms tels que Headless Creek, ruisseau sans tête, et Deadman's Valley, vallée de l'homme mort, n'a pas découragé les chercheurs d'or prêts à risquer leur vie pour tenter leur chance. Les rumeurs de riches gisements d'or ont continué à attirer les gens, malgré l'histoire de plus en plus sinistre de l'endroit. 9 ans après la découverte des restes décapités des frères MacLeod, la vallée allait à nouveau être le théâtre d'une tragédie dont le scénario était effroyablement similaire. En 1917, un prospecteur d'or suisse nommé Martin Jorgenson travaillait dans la région de Flat River, un affluent de la Nahanni. Martin avait environ 45 ans. Il était arrivé au Canada au début des années 1890, avait vécu la ruée vers l'or du Yukon et, au milieu des années 1890, était devenu un prospecteur expérimenté, connaissant bien la géologie de la région et les méthodes de recherche d'or dans les rivières du Nord. Contrairement à beaucoup de chercheurs de fortune qui venaient bonnes pour la saison et repartaient les mains vides, Jorgenson s'y prenait de manière méthodique et patiente, choisissant des zones prometteuses et y travaillant pendant des mois. Au printemps 1917, il s'installa dans la partie supérieure de la rivière Flat, construisant une petite cabane sur la rive, à un endroit protégé du vent par un épais mur d'épicéas et un affleurement rocheux. La cabane était modeste mais fonctionnelle, une structure en rondin, fabriquée à partir de bois local, un toit en écorce et en branches, un petit poêle en pierre pour se chauffer et cuisiner, et une plateforme pour dormir. À proximité se trouvait un endroit où stocker les outils et les matériaux extraits. Jorgenson travaillait seul, ce qui était courant pour de nombreux prospecteurs de l'époque. Le partenariat impliquait de partager les découvertes, tandis que le travail en solo lui donnait un contrôle total sur le résultat, mais avec un risque plus important. Au cours de l'été 1917, Martin a envoyé plusieurs lettres à sa sœur en Suisse. Les lettres mettaient beaucoup de temps à arriver. Il fallait plusieurs jours de bateau pour se rendre de la région reculée de Nahanni au bureau de poste le plus proche, à Fort Simpson, puis plusieurs mois pour que la lettre atteigne l'Europe via le système postal canadien et traverse l'Atlantique. Dans ces lettres, Martin décrivait sa vie sur la rivière, les difficultés de son travail, le climat et la nature qui l'entourait. Dans l'une de ses dernières lettres, datée de fin juillet 1917, il mentionnait qu'il avait trouvé un site prometteur et qu'il avait commencé à extraire de l'or en quantité dépassant ses attentes. Le ton était prudent. Jorgenson ne précisait pas l'emplacement exact du site ni ne donnait de chiffres précis, sachant que les lettres pouvaient être lues par des personnes extérieures. Mais le ton général était optimiste. Il écrivait qu'il avait l'intention de travailler sur le site jusqu'à la fin de la saison, de collecter suffisamment d'or pour rentrer chez lui et d'assurer son avenir. Ce fut la dernière lettre que sa famille reçut. Lorsque Martin ne se présenta pas à Fort Simpson à l'automne 1917, où il achetait habituellement des provisions et envoyait son or, cela suscita l'inquiétude parmi la petite communauté de commerçants et d'autres prospecteurs qui le connaissaient. Jorgenson était un homme méthodique qui respectait toujours son emploi du temps. Il se rendait en ville environ une fois par mois, achetait ce dont il avait besoin, envoyait son courrier et retournait travailler. Son absence pendant 2 puis 3 mois était un signe alarmant. Au printemps 1918, lorsque la glace des rivières fondit et que la navigation redevint possible, un petit groupe fut organisé pour explorer la zone où Jorgenson travaillait. Le groupe comprenait 2 chasseurs d'aînés locaux et un prospecteur qui connaissait l'emplacement approximatif de la cabane de Martin. Ils remontèrent la rivière Nahanni, puis bifurquèrent vers l'affluent Flat River et, après quelques jours, atteignirent la zone où, selon les informations, se trouvait le campement du Suisse.
Ce qu'ils ont trouvé était troublant, car ça ressemblait à ce qu'on avait vu 10 ans plus tôt, à Headless Creek. La cabane de Jorgensen avait été complètement brûlée. Tout ce qui restait de la cabane en rondins, c'était des rondins carbonisés et les restes du poêle. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les couchettes, les outils, les provisions, avait été réduit en cendres et en fragments carbonisés. L'odeur de fumée était toujours dans l'air, même si l'incendie avait clairement eu lieu des mois auparavant, probablement à l'automne. À côté des ruines de la cabane, à la lisière de la zone brûlée, gisait un corps humain. Le degré de décomposition et les effets des conditions hivernales rendaient l'identification difficile. Néanmoins, grâce aux éléments partiellement préservés des vêtements et des effets personnels, le corps a été identifié comme étant celui de Martin Jorgensen. Le corps avait été décapité. Le crâne avait disparu. Le reste du squelette était relativement intact, sans aucun signe indiquant que le corps avait été déchiqueté ou emporté par de grands prédateurs. La situation était presque identique à celle des frères MacLeod. Une victime décapitée, un campement brûlé, un endroit isolé dans la vallée de Nahanni et aucun indice apparent sur l'identité des meurtriers. La différence était que Jorgensen était seul, alors que les frères MacLeod étaient ensemble, et que Martin avait un motif connu pour l'attaque, l'or qu'il avait mentionné dans sa lettre. Pendant l'examen du site, aucune réserve d'or, aucun outil pour l'extraire et aucun signe de l'endroit où Jorgensen avait travaillé sur la rivière n'ont été trouvés. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur dans ou près de la cabane avait été brûlé dans l'incendie ou emporté. Ça soutenait la théorie du meurtre pour vol. Quelqu'un avait appris la découverte de Martin, peut-être grâce à une lettre interceptée, à des conversations à Fort Simpson ou à l'observation de son travail, et avait décidé de le tuer pour prendre l'or. Mais la théorie du vol n'expliquait pas la décapitation. Si le but était l'or, il aurait été logique de simplement tuer l'homme, de prendre les objets de valeur et de partir. Pourquoi décapiter le corps? Pourquoi brûler la cabane? Ces actions demandaient donc du temps et des efforts supplémentaires, augmentaient le risque d'être découvert et n'offraient aucun avantage évident aux voleurs. La décapitation pouvait avoir une signification symbolique, un avertissement aux autres prospecteurs. Mais dans un endroit aussi isolé, où les corps étaient venus retrouvés des mois ou des années plus tard, un tel avertissement perdait tout son sens. Une autre version suggérait que la décapitation et l'incendie visaient à dissimuler l'identité de la victime et à entraver l'enquête. Le crâne, partie du corps la plus identifiable, aurait pu être emporté ou détruit pour rendre l'identification difficile. Le feu aurait pu détruire des documents, des effets personnels et tout ce qui reliait l'endroit à une personne en particulier. Cependant, la conservation partielle des vêtements et d'autres preuves rendait cette version peu convaincante. Si le but était de détruire complètement les preuves, l'exécution était très inefficace. L'équipe de recherche a passé plusieurs jours dans la région, essayant de trouver des indices supplémentaires. Les sites de travail de Jorgensen le long de la rivière, les caches d'or et les traces d'autres personnes qui s'étaient là et trouvées là. Les résultats ont été minimes. Trop de temps s'était écoulé depuis le décès. L'hiver avait effacé la plupart des traces et la faune avait repris possession du territoire. La seule découverte a été un conteneur métallique carbonisé, probablement utilisé pour stocker de la poussière d'or, mais vide. Le cas de Martin Jorgensen a été enregistré comme un meurtre commis par des inconnus, probablement à l'automne 1917. Le mobile a été déterminé comme étant le vol. Les auteurs n'ont pas été retrouvés. L'enquête n'a mené à aucune arrestation. La famille de Martin en Suisse a reçu un avis de décès et une description des circonstances entourant la découverte de son corps. Sa dépouille a été enterrée dans un petit cimetière à Fort Simpson.
où sont enterrés les prospecteurs et les voyageurs qui sont morts dans la nature. La deuxième décapitation dans la vallée de Nahanni, en 11 l'an, a donné à la région la réputation d'être non seulement dangereuse, mais aussi maudite. Si la mort des frères MacLeod pouvait encore être considérée comme un incident tragique isolé, la répétition du scénario avec Jorgenson a donné l'impression d'un schéma récurrent. Les gens ont commencé à parler de la malédiction de Nahanni, selon laquelle la vallée prendrait la tête de ceux qui viennent y chercher de l'or. Les Dénés locaux, qui avaient toujours évité le cours supérieur de la Nahanni, voyaient dans ces événements la confirmation de leurs anciennes mises en garde contre les Nakani, des créatures qui vivent dans des canyons reculés et attaquent les humains. D'après leur légende, ces créatures étaient géantes, poilues, marchaient donc sur 2 pattes et avaient une force surnaturelle. Elles ne se contentèrent pas de tuer, elles ne prenaient pas des parties du corps comme trophées ou pour des rituels. Dans ce contexte, la décapitation n'était pas vue comme un crime humain, mais comme un acte commis par des êtres non humains. Les chercheurs rationnels ont fait remarquer que l'or avait toujours été un motif suffisant pour commettre un meurtre dans les camps miniers isolés. La spécificité de la décapitation pouvait s'expliquer par la psychologie de certains criminels, leur contexte culturel ou leur volonté de se forger une réputation redoutable pour contrôler le territoire. Mais l'absence d'arrestation, le manque total de preuves désignant des individus spécifiques et la répétition du même schéma laissaient Bundy place à des interprétations moins rationnelles. À la fin des années 1910, la vallée de Nahanni était déjà fermement associée à des morts et des disparitions inexpliquées. Le nombre de personnes disposées à chercher de l'or dans la région a commencé à diminuer. Ceux qui s'y aventuraient travaillaient en groupe, évitaient dans les camps isolés, s'abstenaient de divulguer leurs découvertes et quittaient la vallée avant le début de l'automne. Headless Creek et la rivière Flat sont devenus des endroits que les prospecteurs préféraient éviter, même si la géologie suggérait la présence d'or. L'histoire de Martin Jorgenson s'est ajoutée à la sombre chronique de la vallée comme le deuxième cas documenté d'un prospecteur d'or décapité dans des circonstances similaires. Sa dernière lettre à sa famille, dans laquelle il écrivait avec un optimisme prudent au sujet de l'or qu'il avait trouvé, est devenue une ironie amère. Ce qui aurait dû assurer son avenir fut probablement la cause de sa mort. Son corps décapité, retrouvé près d'une cabane incendiée au printemps 1918, devint un maillon supplémentaire dans la chaîne d'événements qui transforma la vallée de Nahanni, région isolée et inhospitalière, en un lieu entouré de légendes de malédictions et de dangers inconnus qui guettent ceux qui osent y chercher la fortune. Les forêts ont le même aspect pour tout le monde. Pendant la journée, elles sont lumineuses, calmes et familières. La nuit, elles changent. Elles deviennent plus profondes, plus silencieuses et, d'une certaine manière, plus attentives. Sur les cartes, ces lieux sont simplement indiqués. Les montagnes Wasito, la forêt nationale, les sentiers de randonnée. Des familles s'y promènent, des générations y chassent et des gens y passent là, la nuit, dans des tentes, rentrant généralement chez eux avec un souvenir supplémentaire. Mais parfois, quelqu'un ne revient pas et la forêt familière devient inconnue. Parfois, la disparition semble être un accident. Parfois, elle ressemble à une attaque par un prédateur. Et parfois, les traces semblent n'avoir aucun propriétaire. Les blessures défient toute explication et les détails dont se souviennent les survivants, trop étranges pour figurer dans les manuels de biologie, restent inexpliqués. Des traces trop grandes pour tout animal connu. Des chiens de recherche qui refusent soudainement d'aller plus loin.
des personnes expérimentées qui connaissent ces forêts depuis des décennies disparaissent du jour au lendemain. Les rapports officiels utilisent des termes prudents: prédateurs non identifiés, circonstances impossibles à reconstituer avec précision, cause du décès impossible à déterminer clairement. Mais derrière ces termes officiels et austères se cache autre chose: des détails récurrents, des traces inhabituelles, des blessures inexpliquées, des récits qui défient dans toute classification, trop similaires d'un cas à l'autre pour être une simple coïncidence. Aujourd'hui, vous allez entendre deux histoires inexplicables sur des disparitions mystérieuses dans les forêts de l'Arkansas. Le 17 octobre 1993, un couple marié de Little Rock, dans l'Arkansas, Mike Hansen, 34 ans, et sa femme Linda, 31 ans, partent pour une randonnée de 2 jours le long du sentier Ouachita. Ce sentier, long d'environ 359 km, traverse les montagnes Ouachita à la frontière entre l'Arkansas et l'Oklahoma, passant par des forêts denses de feuillus, des crêtes rocheuses et des zones offrant une vue panoramique sur les vallées environnantes. La section choisie par les Hansen se trouvait près de Rich Mountain, à une altitude d'environ 730 mètres, une zone très prisée pour les randonnées automnales lorsque le feuillage prend des teintes rouges vifs et dorées et que la température est agréable pour les longues randonnées. La mi-octobre dans les montagnes Ouachita offre généralement des conditions idéales pour la randonnée. Des températures diurnes avoisinant les 13 degrés, des nuits fraîches mais pas froides, une humidité modérée et des pluies peu fréquentes. Le temps était clair ce jour-là. Les prévisions météorologiques n'annonçaient aucun changement. Mike et Linda étaient déjà des randonneurs expérimentés. Ces dernières années, ils avaient effectué plusieurs randonnées de plusieurs jours sur différents itinéraires en Arkansas et dans les États voisins. Ils connaissaient les règles de sécurité de base en forêt, disposaient de l'équipement nécessaire et avaient l'habitude de suivre les protocoles. Avant de se lancer sur le sentier, ils se sont enregistrés au poste des gardes forestiers, comme l'exigent les règles. Ils ont laissé un plan détaillé. Partir du parking situé au début du sentier près de Rich Mountain, se diriger vers le nord le long de la crête, s'arrêter pour la nuit après environ 6 miles, puis continuer pendant 6 miles supplémentaires le lendemain, pour revenir à la voiture dans la soirée du 19 octobre. La longueur totale de l'itinéraire était d'environ 12 miles aller-retour. Il s'agissait d'un itinéraire modérément difficile, ne nécessitant aucune compétence technique, bien balisé et régulièrement patrouillé. Lorsque les Hansen ne sont pas revenus dans la soirée du 19 octobre, les gardes forestiers n'ont pas immédiatement donné l'alerte. Des retards d'une journée sont fréquents, en raison de la fatigue, de l'envie de s'attarder dans un endroit pittoresque ou d'incidents mineurs tels que des ampoules. Cependant, à midi le 20 octobre, alors que la voiture du couple était toujours sur le parking et qu'aucune nouvelle n'avait été reçue de leur part, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. L'équipe de patrouille a rapidement localisé le campement des Hansen à environ 6 miles du départ du sentier. Tout était comme prévu. Ils s'étaient arrêtés là pour passer la première nuit. Le campement était installé dans une petite clairière, à quelques dizaines de mètres du sentier principal, à l'abri d'une dense forêt de chênes et de pins. La tente était prête, les cordes d'ancrage fixées, la fermeture éclair de l'entrée fermée. À l'intérieur se trouvaient des sacs de couchage, des effets personnels, des lampes de poche et une carte. Le matériel était soigneusement rangé, comme si les occupants allaient bientôt revenir après avoir fait une course. À côté de la tente, un sac de nourriture était suspendu à un arbre, à environ 3 mètres de hauteur. Une pratique courante
pour protéger les provisions des ours et des ratons laveurs. Le sac était intact, la nourriture n'avait pas été touchée. Cela signifiait que les animaux n'avaient pas essayé d'atteindre les provisions, ce qui est typique lorsque le campement a été abandonné récemment et sans perturbation soudaine. Mais la paroi arrière de la tente présentait un spectacle inquiétant. Le tissu avait été déchiré de l'intérieur, avec de longues coupures formant plusieurs lignes parallèles d'environ 60 cm de long. La nature des déchirures indiquait qu'elles avaient été faites rapidement et avec force, comme si quelqu'un avait essayé de sortir de la tente dans la panique, sans prendre le temps d'ouvrir la fermeture éclair de l'entrée. Les débords des déchirures étaient irréguliers, avec quelques fils de tissu qui dépassaient, confirmant la direction du mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Des empreintes ont été trouvées sur le sol, autour du campement, ce qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Les empreintes étant grandes, mesurant environ 45 cm de long, soit plus de 38 cm, et dépassaient largement la taille des empreintes des plus grands prédateurs connus dans la région. Les empreintes ne correspondaient pas à celles d'un ours. Les orteils étaient plus allongés et les empreintes étaient plus étroites et plus longues. 5 griffes étaient donc clairement visibles sur chaque empreinte, et la distance entre elles indiquait une grande patte, mais la configuration générale rappelait davantage une patte de chien ou de loup, mais de taille gigantesque. Les ours noirs, vivant dans les montagnes Wasito, laissent des traces d'environ 18 à 23 cm de long et de large, avec des griffes courtes et une forme de patte caractéristique. Les empreintes trouvées ne correspondaient pas à cette description. Au début des années 1990, il ne restait presque plus de pumas dans la région, et leurs empreintes étaient rondes, sans griffes, d'environ 7 à 10 cm de diamètre. Les loups ont été exterminés en Arkansas au début du XXe siècle, et leurs empreintes, même celles des plus grands individus, ne dépassaient pas 12 cm de longueur. Las traces étaient réparties de manière inégale autour de la tente, plusieurs empreintes à l'entrée, plusieurs sur la paroi arrière où le tissu était déchiré, puis une ligne de traces s'éloignant du campement vers la forêt au nord. La profondeur des empreintes indiquait un poids très important pour l'animal, probablement entre 180 et 225 kg, voire plus. La distance entre les empreintes successives suggérait un déplacement à 4 pattes, mais parfois, les empreintes étaient disposées par paires, comme si l'animal se déplaçait sur ses pattes arrière. Il y avait quelques traces de bottes humaines à l'extérieur du camp. Quelques empreintes partaient de la tente dans différentes directions, puis disparaissaient sur un sol dur ou sous une couche de feuilles mortes. Une piste menait vers le chemin principal, une autre dans la direction opposée, plus profondément dans la forêt. Aucune des deux n'allait assez loin pour donner une idée de l'itinéraire emprunté par les personnes. L'opération de recherche et de sauvetage a été élargie. Des chiens de recherche, des bénévoles et des gardes forestiers des régions voisines ont été mobilisés. Ils ont ratissé la forêt dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du camp, vérifié les sentiers et fouillé les licaries des ruisseaux, les ravins et les zones de sous-bois denses. Des hélicoptères ont été utilisés pour la surveillance aérienne, mais la canopée dense des montagnes Ouachito rendait difficile toute observation depuis les airs. 16 jours après sa disparition, le 2 novembre 1993, Linda Hanson a été retrouvée vivante. Elle a été aperçue par un chauffeur de camion qui circulait sur une route forestière à environ 30 km du camp. Linda marchait au bord de la route, pieds nus, les vêtements déchirés et sales, les cheveux emmêlés, le visage couvert d'égratignures et de saleté. Elle pouvait à peine se tenir debout. Sa jambe gauche était clairement cassée. Elle marchait avec difficulté, traînant le pied.
Le chauffeur s'est arrêté, l'a enveloppée dans une couverture et l'a immédiatement emmenée à l'hôpital le plus proche. Un examen médical a révélé une malnutrition et une déshydratation sévère. Linda avait perdu environ 7 kilos. Sa peau était sèche, ses lèvres étaient gercées et elle présentait des signes de famine prolongée. Sa jambe gauche était cassée au niveau du tibia et la fracture n'avait pas été réduite, ce qui indiquait qu'elle avait marché sur une jambe cassée pendant plusieurs jours. De multiples égratignures profondes, 4 lignes parallèles, espacées de 12 à 15 cm, traversaient de son dos en diagonale. Les griffures sont profondes, atteignant la couche sous-cutanée, et leurs bords irréguliers suggéraient des griffes de taille considérable. L'examinateur a noté que la forme et l'espacement des blessures ne correspondaient à aucun animal domestique ou machine connue, mais indiquaient une grande créature non identifiée. Lorsque l'état de Linda s'est stabilisé, les enquêteurs ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Linda était en état de choc et avait du mal à parler, mais elle a progressivement commencé à raconter sa version des faits. Selon elle, le soir du 17 octobre, Mike et elle avaient dîné, suspendu leur nourriture dans un arbre et s'étaient couchés vers 21 heures. La nuit était calme et la température agréable. Vers minuit, ils se sont réveillés en entendant un bruit à l'extérieur de la tente. Linda l'a décrit comme un grognement grave et profond qu'elle pouvait physiquement sentir dans sa poitrine. Le bruit était proche, peut-être à quelques mètres de la tente. Mike a attrapé sa lampe torche et a rampé à l'extérieur par la fermeture éclair de la tente pour faire face à la source du bruit. À l'intérieur, Linda s'est figée, le cœur battant à tout rompre, serrant sa lampe torche de ses mains tremblantes. Puis Mike a crié, un cri rauque et déchirant, si empreint de terreur qu'il a déchiré la nuit. Linda s'est précipitée vers la paroi arrière de la tente, déchirant le tissu, car quelque chose appuyait contre l'entrée, lui bloquant le passage. Une fois dehors, elle aperçut une silhouette à la lumière de la lampe torche de Mike, allongée sur le sol et toujours en feu. Linda décrivit la créature comme étant énorme, mesurant 2 mètres ou 2,50 m, debout sur ses pattes arrière. Elle tenait Mike par les épaules et le soulevait du sol. La tête de la créature, dit-elle, ressemblait à celle d'un loup, mais le museau était plus court et plus massif. Ses yeux reflétaient la lumière de la lanterne, brillant d'une lueur jaune. Linda courut dans la direction opposée, dans l'obscurité de la forêt. Elle entendit les cris de Mike derrière elle, qui continuèrent pendant quelques secondes, puis s'arrêtèrent. Après cela, il y eut le silence. Linda a continué à courir sans se retourner jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe, se cassant la jambe sur les rochers. Elle a ensuite décrit ses journées d'errance dans la forêt. Elle se déplaçait principalement la nuit, se cachant pendant la journée dans les sous-bois épais ou sous des arbres tombés, craignant que la créature ne la recherche. Elle buvait l'eau des ruisseaux et ne mangeait presque rien, à part quelques bols lectugbé. Le 4e ou 5e jour, elle a senti que quelque chose la suivait. Elle entendait des pas et des branches cassées, mais n'a jamais vu son poursuivant. Les griffures sur son dos sont apparues, une nuit, alors qu'elle se cachait sous les racines d'un arbre tombé, et qu'elle a ressenti une douleur aiguë, comme si quelque chose avait passé ses griffes sur son dos. Elle a crié, s'est enfuie de sa cachette et a continué à avancer sans s'arrêter jusqu'à l'aube. Lorsqu'elle a atteint la route le 2 novembre, Linda était au bord de l'épuisement total. Elle ne se souvenait pas depuis combien de jours elle marchait. Elle avait perdu la notion du temps et ne pouvait s'orienter qu'en fonction du changement entre le jour et la nuit. L'histoire de Linda a suscité des réactions mitigées. Les enquêteurs et le personnel médical n'avaient aucun doute sur le fait qu'elle avait vécu un traumatisme. Ses blessures physiques, son état de choc
et sa conviction sincère de la véracité de ses propos était évident. Une évaluation psychiatrique a été réalisée. Le psychiatre n'a trouvé aucun signe de tromperie délibérée, de simulation ou de troubles délirants. Linda présentait des symptômes de syndrome de stress post-traumatique aigu, mais son récit est resté cohérent au cours des entretiens répétés, ce qui est inhabituel pour des histoires inventées. Les griffures sur son dos ont été analysées par des experts médico-légaux. Les blessures correspondaient à l'exposition à de grandes griffes acérées. La distance entre les lignes parallèles, 12 à 15 cm, indiquait une patte de taille considérable, dépassant les dimensions de tous les prédateurs connus dans la région. Les biologistes consultés n'ont pas pu déterminer avec certitude quel animal aurait pu laisser de telles blessures. Les ours laissent même des blessures plus larges et plus profondes, avec une distance moindre entre leurs griffes. Les pumas utilisent leurs griffes pour attraper, mais leurs pattes sont plus petites et la distance entre leurs griffes dépasse rarement 7,5 cm. La recherche du corps de Micke Hansen s'est poursuivie et intensifiée après le retour de Linda. La zone du campement a été fouillée de manière encore plus approfondie, le périmètre de recherche a été élargi et la direction indiquée par Linda comme étant son itinéraire de fuite a été vérifiée. Le corps n'a pas été retrouvé. Ni les vêtements ni l'équipement de Mike n'ont été retrouvés et il n'y avait aucun indice sur ce qui lui était arrivé après cette nuit-là. Des grandes empreintes de pattes menant du campement à la forêt ont disparu après quelques centaines de mètres sur un sol dur et rocheux. L'enquête officielle s'est heurtée à un problème de classification de l'affaire. Formellement, il s'agissait d'une attaque par un prédateur inconnu qui avait entraîné la mort d'une personne et blessé une autre. Cependant, la description de la créature faite par Linda ne correspondait à aucune espèce connue de la faune de l'Arkansas, mesurant entre 2 mètres et 2,50 m, se déplaçant sur ses pattes arrière, capable de soulever un homme adulte, avec une tête de loup sur un corps vertical. Rien de tout cela ne correspondait à la biologie des ours, qui peuvent se tenir sur leurs pattes arrière, mais rarement tenir cette position longtemps, et qui ont une forme de tête différente. Dans le folklore régional de l'Arkansas et des États voisins, il existe des légendes sur une créature appelée Fook Monster ou Boggy Creek Monster, une grande créature velue à 2 pattes que l'on aperçoit parfois dans les forêts de marécageuses du sud de l'État. Les descriptions varient, mais mentionnent souvent une grande taille, un déplacement bipède et un comportement agressif. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de telles créatures, et la plupart des rapports sont classés comme des erreurs d'identification, d'ours, des canulars ou des cas d'hystérie collective. L'affaire Hanson a été classée avec la mention « attaque par un prédateur non identifié », entraînant la mort de Michael Hanson et des blessures à Linda Hanson. Le corps de Mike a été déclaré disparu. Linda a suivi une longue rééducation psychologique, mais n'a jamais repris la randonnée. Elle a quitté l'Arkansas peu après son rétablissement et a évité les interviews et les discussions publiques sur l'incident. Le 6 novembre 1988, Daryl Sims, un chasseur de 52 ans, est parti seul chasser au nord du lac Ouachita, en Arkansas. Le lac Ouachita, le plus grand lac artificiel de l'État, est entouré par la forêt nationale de Ouachita, une vaste zone de collines densément boisées avec de nombreux ruisseaux, ravins et zones sauvages peu fréquentées. La zone choisie par Daryl se trouvait à une altitude d'environ 550 mètres, dans une forêt mixte de chênes, de pins et de carriers, typique de la fin de l'automne, lorsque la plupart des feuilles
sont tombés, laissant les arbres nus et améliorant la visibilité pour les chasseurs. Début novembre est le pic de la saison de chasse aux cerfs à queue, blanche en Arkansas. La température oscillait autour de 4 degrés et le temps était sec et clair, créant des conditions idéales pour le pistage. Daryl était un chasseur expérimenté avec 30 ans d'expérience. Il avait commencé à chasser à l'adolescence avec son père et, au fil des décennies, il avait maîtrisé toutes les subtilités du pistage, du tir et de l'orientation dans les forêts de Ouachita. Il préférait chasser seul, estimant qu'avoir un partenaire créait un bruit inutile et réduisait ses chances de succès. Sa famille connaissait son habitude de s'enfoncer dans les bois pendant plusieurs jours, d'installer un campement temporaire et de revenir avec ou sans proie, mais toujours dans les délais prévus. Avant de partir, Daryl a dit à son fils qu'il prévoyait de revenir dans 3 jours, c'est-à-dire dans la soirée du 9 novembre. Il a indiqué la zone de chasse approximative, une partie de la forêt à quelques kilomètres au nord du lac, où, d'après ses observations des années précédentes, passaient dans les routes migratoires des cerfs. Daryl avait emporté son équipement habituel, un fusil de calibre .30-06, des munitions, un couteau, un sac de couchage, une petite tente, des provisions pour plusieurs jours, de l'eau, un GPS, une carte de la région et un téléphone portable, même si la communication était peu fiable au cœur de la forêt. Lorsque Daryl n'était toujours pas rentré, ni donné de nouvelles le soir du 9 novembre, son fils a essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Le téléphone était injoignable, ce qui pouvait signifier soit que la batterie était déchargée, soit qu'il n'y avait pas de réseau. Le matin du 10 novembre, comme il n'avait toujours pas donné de nouvelles, son fils a contacté les gardes forestiers de la forêt nationale de Ouachita. L'équipe de patrouille s'est rendue dans la zone que Daryl avait indiquée comme étant son lieu de chasse. Son camion a été retrouvé sur l'une des routes forestières, garé sur le côté, là où commençait un sentier de randonnée au cœur de la forêt. Les portières du véhicule étaient verrouillées et les vitres fermées. Le fusil était posé sur la banquette arrière, ce qui a immédiatement soulevé des questions. Un chasseur qui part plusieurs jours dans les bois ne laisse pas son arme principale dans la voiture. Daryl emportait toujours son fusil avec lui, même s'il ne prévoyait pas de tirer à un moment donné, afin de se protéger d'une éventuelle rencontre avec un ours ou de signaler son besoin d'aide si nécessaire. Un GPS a également été trouvé dans la voiture, posé sur le tableau de bord, ainsi qu'un téléphone portable dans la boîte à gants, qui était déchargé. Des provisions et une partie de son équipement se trouvaient dans le coffre. Il semblait que Daryl avait quitté la voiture avec un minimum d'affaires et n'avait pas prévu d'aller loin ni de partir longtemps, ce qui contredisait son projet déclaré de partir pour 3 jours de chasse. 3 chiens de recherche, chacun accompagné d'un maître-chien expérimenté, ont été amenés sur place. Les chiens ont été mis en présence des vêtements de Daryl provenant de son domicile afin de les renifler, et ils ont rapidement détecté son odeur dans le camion. La piste menait le long d'un sentier s'enfonçant profondément dans la forêt, puis s'en éloignait et traversait un fourré de broussailles en direction d'un petit ruisseau situé à environ 800 mètres de la route. Les chiens se déplaçaient de manière synchronisée, sans hésitation, suivant clairement une odeur fraîche et distincte. Au ruisseau, sur une parcelle de terre humide au bord de l'eau, les 3 chiens se sont arrêtés en même temps. Ils ont commencé à gémir, montrant des signes d'anxiété, puis se sont couchés sur le sol et ont refusé de continuer. Les maîtres chiens ont essayé de les encourager à poursuivre les recherches, mais les chiens n'ont pas réagi. Ils sont restés couchés, certains tremblants et émettant de petits gémissements d'inconfort. Ce comportement était identique à celui observé 5 ans plus tôt sur le sentier Ouachita et lors d'autres incidents dans la région. Sur le sol humide près du ruisseau, les enquêteurs ont trouvé un étrange motif d'empreinte.
Les empreintes des bottes de Daryl étaient l'une des clairement visibles dans la terre meuble. Un motif de semelle de bottes de chasse standard, dont la taille correspondait à celle de ses chaussures. Mais autour des empreintes humaines se trouvaient de grandes traces d'un type complètement différent. Ces traces mesuraient entre 43 et 46 cm de long et ressemblaient à des pattes de chien ou de loup, mais leur taille ne correspondait à aucune espèce connue. 5 orteils avec de longues griffes étaient clairement imprimés dans le sol. La profondeur des empreintes indiquait un poids de plus de 180 kg. Les empreintes formaient un cercle presque parfait autour des empreintes humaines, comme si un grand animal avait encerclé Daryl, peut-être pour l'évaluer. Puis les deux types d'empreintes, humaines et animales, menaient du ruisseau vers le haut de la pente, en direction des parties les plus élevées de la forêt. Les empreintes humaines semblaient normales en termes de foulée et de profondeur, sans aucun signe de course ou de trébuchement. Les empreintes animales étaient milites et proches, croisant parfois les empreintes humaines. Après environ 100 mètres d'ascension, les deux types d'empreintes ont disparu sur une section rocheuse, où la surface dure empêchait les empreintes de rester. Il n'y avait plus d'empreintes. L'équipe de recherche a continué dans la même direction, fouillant la forêt plus haut sur la pente, mais sans repère précis. Il s'agissait désormais de passer au peigne fin une vaste zone. 3 jours plus tard, le 9 novembre 1988, le corps de Daryl Sims a été retrouvé à 6 miles du ruisseau, à une altitude d'environ 2600 pieds. Le site était une crevasse entre deux grandes formations rocheuses, un espace étroit d'environ 3 pieds d'eau de large et 5 pieds d'eau de profondeur, partiellement caché par des broussailles et des branches de tombées. Le corps gisait au fond de la crevasse dans une position presque horizontale, face vers le haut. Tous les vêtements de Daryl avaient été retirés et éparpillés dans un rayon d'environ 6 mètres autour de la crevasse. Sa veste était suspendue à une branche d'arbre, sa chemise gisait sur les rochers, et son pantalon et ses bottes étaient éparpillés. Les vêtements étaient partiellement déchirés, mais pas gravement endommagés. Il semblait que Daryl s'était déshabillé lui-même, ou avait été déshabillé alors que sa coordination était déjà altérée. De multiples blessures profondes ont été constatées sur sa poitrine, ses bras et ses épaules. Les blessures étaient datées de longues déchirures irrégulières dans les tissus, disposées en 3 ou 4 lignes parallèles, caractéristiques des griffes d'un grand prédateur. Les blessures atteignaient la couche musculaire et certaines avaient endommagé les côtes. La distance entre les griffures parallèles était d'environ 5 à 6 pouces, ce qui correspondait à la patte d'un très grand animal. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie a déterminé que la cause du décès était une perte de sang massive résultant de multiples lacérations. La mort est probablement survenue quelques heures après que les blessures aient été infligées, compte tenu de la quantité de sang perdu et de l'absence de signes de premier secours. L'heure du décès a été estimée entre le 7 et le 8 novembre, ce qui signifie que Daryl a passé environ une journée dans les bois après sa disparition avant de mourir. Cependant, le pathologiste a eu des difficultés à identifier l'animal qui avait infligé les blessures. La nature des blessures ne correspondait pas à celle des prédateurs connus dans la région. Les ours noirs, qui vivent dans les forêts de Ouachita, sont capables d'infliger des blessures graves avec leurs griffes, mais celles-ci sont plus courtes et plus rapprochées. De plus, les ours frappent généralement de haut en bas, créant des entailles verticales, alors que les blessures sur le corps de Daryl étaient diagonale, comme si elles avaient été causées par un coup ou une prise latérale. Les cougars, ou lions des montagnes, sont théoriquement présents en Arkansas, bien qu'ils soient officiellement considérés comme presque éteints. Cependant, les cougars utilisent principalement leurs griffes
pour attraper leur proie et les tuer en les mordant au cou ou à l'arrière de la tête. Les multiples blessures profondes sur la poitrine et les bras ne sont pas caractéristiques d'une attaque de cougar. De plus, la taille des empreintes près du ruisseau, 43 à 46 cm, était nettement supérieure à celle des pattes d'un cougar qui atteignent rarement 13 cm de long. Le rapport du pathologiste comprenait la phrase suivante. Les blessures correspondent aux effets des griffes d'un grand prédateur d'une espèce non identifiée. La taille et la profondeur des blessures dépassent celles typiques des espèces connues dans la région. Il s'agissait d'une déclaration rare, reconnaissant en fait que la médecine ne pouvait pas établir de lien définitif entre les blessures et un animal spécifique. La question de savoir comment Daryl s'était retrouvé à 6 miles du ruisseau et à 800 pieds là plus haut est restée sans réponse. Le chemin entre le ruisseau et la crevasse traversait un terrain difficile, des pentes raides, des sous-bois denses et des sections rocheuses. Pour une personne en conditions normales, cela aurait nécessité plusieurs heures d'efforts intenses. Pour une personne gravement blessée, une telle distance aurait été extrêmement difficile à parcourir. De plus, l'absence de sang sur le chemin entre le ruisseau et la crevasse indiquait que les blessures avaient été infligées sur place et non pendant le déplacement. La théorie selon laquelle Daryl avait été attaqué près du ruisseau, puis s'était enfui ou avait été transporté jusqu'à la crevasse où il avait reçu des blessures mortelles, semblait la plus plausible, mais les détails ne concordèrent pas. S'il s'était enfui, pourquoi ces traces ne montraient-elles aucun signe de course? S'il avait été transporté par un animal, où étaient les traces de cet animal après la section rocheuse? S'il avait été blessé près du ruisseau, comment avait-il pu marcher 6 miles jusqu'au ravin? L'enquête officielle a classé l'affaire comme « mort causée par un prédateur non identifié ». La famille de Daryl a reçu son corps pour l'enterrer. La zone autour du lac Ouachita et les forêts environnantes n'étaient pas fermées à la chasse ou au tourisme. Les gardes forestiers ont noté que les rencontres avec des prédateurs dangereux étaient extrêmement rares et que les précautions élémentaires minimisaient le risque. Cependant, parmi les chasseurs locaux, le cas de Daryl Sims est rapidement devenu le sujet de discussions prudentes. Beaucoup le connaissaient comme l'un des chasseurs les plus expérimentés de la région, un homme qui avait passé des milliers d'heures dans ces bois sans rencontrer le moindre problème. Le fait qu'il ait laissé son fusil dans la voiture semblait étrange, mais pouvait s'expliquer par son intention d'aller rapidement vérifier quelque chose près de la route. Le fait qu'il ait été attaqué par quelque chose qui a laissé des empreintes de près de 45 cm de long était alarmant. Les 6 traces de près du ruisseau, qui formaient un cercle autour d'empreintes humaines, ont fait l'objet d'une attention particulière. Ce comportement, qui consiste à encercler la proie, est caractéristique de certains prédateurs qui évaluent la menace avant d'attaquer. Les loups et les chiens sauvages peuvent adopter des tactiques similaires, mais la taille des traces excluait les espèces connues de canidés. Les ours n'encerclent pas leur proie, ils préfèrent une attaque directe ou une feinte pour l'effrayer. Dans le contexte plus large des rencontres anormales dans les forêts de l'Arkansas, le cas de Daryl Sims s'ajoute à une liste croissante d'incidents où des personnes expérimentées sont mortes ou ont disparu dans des circonstances indiquant la présence d'un grand prédateur inconnu. Des éléments similaires se sont répétés, de grandes empreintes ayant la forme caractéristique d'une patte de chien, mais de taille gigantesque. Le refus synchrone des chiens de recherche de poursuivre leur travail. Des blessures profondes causées par des griffes qui ne correspondent à aucune espèce connue. Le déshabillage des victimes avant leur mort peut être lié à l'hypothermie ou à la désorientation. Des distances et des hauteurs qui ne pouvaient de s'expliquer par l'état de la victime. Daryl Sims est devenu l'une de ces personnes
dont la mort est officiellement restée dans la catégorie attaque d'animaux sauvages, mais qui, officieusement, a continué à faire l'objet de discussions comme un cas qui défiait toute explication simple. Son fusil, laissé dans la voiture, est devenu un symbole montrant que même les personnes les plus expérimentées et les plus prudentes peuvent rencontrer dans la nature quelque chose auquel il est impossible de se préparer. C'est tout, mes amis. Pensez-vous que cela soit vraiment lié au mysticisme ou ont-ils été attaqués par une simple bête? Écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez trouvée intéressante.